Bonjour à tous et à toutes à la table ronde Conditions gagnantes pour qu'une organisation soit inclusive. Avant de commencer, nous tenons à souligner que cet événement se déroule sur un territoire autochtone ancestral, lequel n'a jamais été cédé. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke et a toujours été un lieu de rassemblement et d'échange pour d'autres nations autochtones. Nous souhaitons exprimer notre gratitude pour la possibilité qui nous est offerte de vivre et de nous rencontrer sur ce territoire. Concertation Montréal inscrit l'inclusion au cœur de ses valeurs et c'est pour cette raison qu'elle tient à démontrer publiquement son ouverture à travailler avec les communautés autochtones dans une optique de réconciliation nationale. On aimerait aussi souhaiter un bon Aïd aujourd'hui à toutes les personnes qui ont rompu le jeûne. Alors, comme je disais, bienvenue à cette table ronde. Je m'appelle Mona-Lisa Prosper. Je suis directrice du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs et je suis également la présidente de la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, JCCFQ pour les intimes. Il me fait un grand plaisir d'animer le panel d'aujourd'hui avec des personnes assez extraordinaires qui auront certainement énormément d'éléments enrichissants à partager avec nous tous. J'aimerais souligner qu'on réalise cet événement vraiment sur le ton de la bienveillance. On propose des échanges ouverts, sans préjugés. C'est très important pour nous de présenter des organisations de différentes tailles qui ont entamé la démarche, qui sont à différentes étapes. Donc, ça a vraiment donné une diversité au niveau des points de vue et vous donner une belle vue d'ensemble de tout ce dont on doit penser en termes de diversité, équité et d'inclusion. On sait que tout ce qui concerne le DI est un peu sous toutes les lèvres, mais c'est encore une pratique nouvelle. Donc, on a encore énormément à apprendre tous ensemble en tant que société et toutes les organisations aussi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de démystifier le tout à travers le partage, la discussion qu'on aura. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y aura une période de questions prévue à la fin. Donc, je vous encourage à utiliser la fonction Q&A pour écrire vos questions et à la fin, on réservera une période pour le. Alors maintenant, je vous présente nos panélistes. Donc, on a Candice Maxi, leader national équité, diversité et inclusion à Deloitte. On a Manuel Alex Surprenant, chef équité, diversité, inclusion chez Hydro-Québec. Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interligne. Et Karine Mirgiani Jean-François, conseillère ADS+, à la Ville de Montréal et membre du groupe des 30. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Ma première question, je veux tous vous entendre et j'aimerais aussi, c'est sûr, je vous ai nommé, j'ai nommé vos titres, mais je veux vous entendre, je veux que vous partagiez avec le public un peu plus sur votre parcours et un peu vos débuts et ce que vous faites présentement en EDI. On sait que tous les postes en EDI gagnent en popularité, tout comme les bonnes pratiques. Donc, j'aimerais vous entendre. Je vais lancer la balle, comme on dit, à Karine Mirgiani pour commencer. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous qui sont en ligne. Donc, je m'appelle Karine Mirgiani Jean-François. Je suis présentement conseillère en planification en ADS+ à la Ville de Montréal. Mais en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique que j'appelle souvent. J'étais une enfant qui ne fitait pas, qui n'était pas dans la majorité en tant que femme noire, en tant que femme queer. Je n'étais pas assez noire, pas assez queer, pas assez femme depuis l'adolescence. Mais je suis toujours impliquée pour la justice sociale et pour les droits humains. Puis ça m'a amenée en fait à faire des études en droit parce que je trouvais ça super important de pouvoir défendre les droits de la personne. Puis aussi d'avoir ce sentiment peut-être de pouvoir aider à ouvrir des portes pour les personnes qui me ressemblent, puis pour celles qu'on ne retrouve jamais autour des tables de décision. Je suis une personne qui est engagée d'un point de vue militant et salarié autour des questions de justice et d'équité, de libération depuis 2007, avec cette importance de vraiment centrer l'image, comme disait Kimberly Crenshaw et bien d'autres avant elle. J'ai cofondé le Festival Couleur, qui est un festival pour les personnes queer et trans racisées.
Puis j'ai continué aussi à désapprendre en compagnie de féministes extraordinaires. J'ai pu collaborer avec des personnes autochtones et trans qui bousculent ce que je pense savoir. Toujours continuer à lire, à apprendre qu'est-ce que sont réellement les solidarités, entre autres avec le peuple Gani-Ganara. Puis soutenir la transformation des pratiques et des politiques. J'ai aussi été impliquée beaucoup dans les organismes jeunesse LGBTQ2+, comme Projet 10, des organisations féministes et des collectifs antiracistes, en plus de travailler au sein d'organisations jeunesse et féministes. Pour moi, en fait, la manière dont je conçois mon parcours, la manière, qu'est-ce qui m'a apporté, c'est ce sentiment d'être mise au marge, ce sentiment aussi de voir le monde à l'extérieur, puis de comprendre que je n'étais pas la seule grâce à ma compréhension de parler l'anglais, puis de vraiment pouvoir nommer à 19 ans tout ce qui était l'intersectionnalité. Merci. Tout un parcours, tellement d'éléments, puis j'aime bien ce que tu as nommé. En fait, j'aime tout ce que tu as nommé, mais plus tard, on va reparler de la notion d'intersectionnalité qui est trop souvent oubliée, je trouve, un peu dans tous ces discours-là. Donc, on pourra creuser là-dessus par la suite. Merci beaucoup, Karine Mirgiani. Je passerai maintenant le micro à Candice Maxime. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour l'invitation. Alors, par où commencer? Rapidement, mon parcours, je fais un clin d'œil à Karine Mirgiani parce que Karine Mirgiani a commencé en disant que son parcours était un peu atypique. J'aime croire que le mien l'est aussi parce que mon passage en EDI, c'est un concours de circonstances. Donc, je ne me suis pas levée un matin en disant je veux faire de la diversité, l'équité, l'inclusion. Je suis un professionnel RH de formation. Donc, les 15 dernières années ont été dans des grandes entreprises à aider nos leaders exécutifs à prendre les bonnes décisions pour attirer, retenir et développer les employés, donc travailler sur leur stratégie. Et ensuite, j'ai joint l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, Deloitte, il y a 3 ans, toujours en RH comme directrice principale. Et en fait, le passage en EDI s'est fait quelque peu après George Floyd, le meurtre tragique de George Floyd. On a une fonction EDI depuis plusieurs années chez Deloitte. Et la personne en poste quittait l'entreprise. Donc, il y a une opportunité qui s'est présentée. Je fais un petit partage rapidement avec le groupe pour partager le fait que ma première réaction n'était pas de sauter de joie et de dire oui, j'étais intéressée. Tout simplement parce que pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a joint ma voix dans des conversations reliées à la diversité, l'équité et l'inclusion, mais je ne me suis jamais nécessairement vue foncièrement comme une personne qu'on pourrait appeler un expert comme tel. C'est la raison pour laquelle, sur le coup, je n'étais pas certaine. Et j'étais aussi, et je sais qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'était aussi important pour moi qu'on me présente l'opportunité pour ce que je peux apporter et non qui je suis. Donc, il y avait quand même une certaine réticence par rapport à ça et éventuellement avec des conversations sérieuses avec notre PDG, j'ai compris qu'il y avait un sérieux dans la démarche et j'ai voulu me joindre de manière plus active dans le vent de changement qui s'annonçait dans l'entreprise. Donc, voilà, donc c'est un peu le parcours, ce qui m'a amené dans ce chapitre de vie que j'aime beaucoup. Pas toujours évident, je sais qu'on va en discuter, mais un chapitre de vie qui fait que aujourd'hui, je peux être avec vous puis avoir une bonne conversation. Donc, voici, ça donne un petit peu une idée de qui je suis et de mon parcours. Merci beaucoup, Candice. Puis c'est intéressant ce que tu as nommé à la fin de quand l'opportunité s'est présentée, tu n'as pas tout de suite sauté de jeu, mais après ça, quand tu as validé le sérieux de la démarche, puis on va aller plus en profondeur. Comment est-ce qu'on valide le sérieux de la démarche? Puis qu'est-ce qui, plus précisément, fait en sorte que, par exemple, dans ton cas, tu t'es senti à l'aise à aller de l'avant? Donc, ça va être très riche comme discussion. Manuel, à toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Manuel Alix Surprenant, je suis chef EDI à Hydro-Québec. C'est un nouveau poste qui a été créé en septembre dernier avec une belle équipe. J'ai de l'expérience professionnelle en équité, en diversité
diversité et en inclusion. J'ai aussi, en fait, et je dois le préciser, là, je suis une ancienne de Concertation Montréal, alors je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai beaucoup contribué à travers mon parcours professionnel à la présence et participation des femmes, des jeunes, des minorités culturelles dans les lieux décisionnels et dans les postes de direction. Je pense que tout cet intérêt commun-là ici aujourd'hui pour Trouve.ca. Je suis ravie de m'y retrouver dans mes vieilles chaussures un petit peu. J'ai aussi un bac en communication de relations humaines et une maîtrise en anthropologie. Je ne vous le dis pas pour faire l'étalement de mes diplômes, mais plutôt pour démontrer que j'ai un intérêt pour l'humain. Et pour moi, l'humain, on a tendance à l'oublier dans les organisations. On traite de dossiers, on traite de politique, on traite de programmes, mais au bout du compte, on fait ça pour les humains. Et je vous dis ça aussi parce que vous entendez ma voix, vous voyez mon visage, vous pouvez constater avec mon nom en plus que j'ai été adoptée à l'international. J'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas loin de Montréal, mais quand j'étais jeune, parce que ça fait quand même de cela quelques années, je vous dirai pas combien, alors il n'y avait pas beaucoup de diversité à Saint-Jean. Et puis, on me disait souvent, « Ah, mais ça paraît pas que tu es adopté, mais tu es comme nous, tu es comme les Blancs. » C'était dit sous forme de compliment, et moi, je le prenais sous forme de compliment aussi parce qu'on voyait pas la différence. C'est plus tard, avec le recul, que je me suis dit, mais vous allez rire, mais je ne suis pas blanche, je suis asiatique, et c'est correct comme ça aussi. J'ai pas besoin d'être comme les autres pour être acceptée ou pour être incluse dans une société. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que ma différence était importante, que c'était important de reconnaître ma différence et de ne pas faire semblant que j'étais comme tout le monde. Parce que j'ai des points communs, mais j'ai aussi des différences et c'est important, pas juste de les valoriser, parce que comme femme asiatique, c'est souvent des préjugés favorables. Donc, pas juste de le valoriser et de l'exotiser, mais aussi simplement de reconnaître qu'il y a une différence et qu'il y a une richesse dans cette différence-là aussi. Donc, pour différentes raisons, j'ai donc créé un regroupement pour personnes adoptées à l'international parce que ça n'existait pas quand j'étais jeune. Il y avait seulement la parole des adoptants. Un regroupement qui s'appelle Libridé, qui existe encore à ce jour. Et j'ai rédigé un livre qui s'appelle La couleur de l'adoption, publié aux éditions Alias, qui, pour une première fois dans la francophonie, partage le portrait de personnes adoptées qui partagent leur expérience comme elles le souhaitent. Elles abordent les sujets comme elles le souhaitent. Et donc, dans tout mon parcours, autant d'adoption dans mon parcours professionnel, ça a été beaucoup de faire entendre la voix des populations qui sont sous-représentées, qui sont marginalisées pour s'assurer qu'on travaille dans la même direction que les personnes qui ont le pouvoir finalement. Alors, ça me fait plaisir de participer au panel aujourd'hui pour avoir cette belle discussion sur les organisations inclusives. Merci beaucoup, Manuel. L'importance de reconnaître les différences. Je pense que très souvent, ça semble tout simple, mais c'est très complexe aussi et peu de personnes le font, en fait, prennent le temps qu'il faut pour le faire. Donc, merci pour tous les éléments et surtout pour celui-là. Pascal, à toi. Ben, bonjour tout le monde. Pascal Vaillancourt, j'utilise le pronom « il » et je suis DG de l'organisme Interlink que vous connaissiez peut-être auparavant sous le nom de Gay Écoute. Je suis DG depuis 2015 et moi aussi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu en passant, Manuel. Oui, en fait, j'ai pris la direction de l'organisme Gay Écoute en 2015 suite au décès du directeur qui était là avant moi. Puis rapidement, dans les premiers mois que j'étais dans l'organisation, j'ai rapidement pris conscience, en fait, que l'organisation venait en aide seulement à une certaine catégorie de la population qui était majoritairement des hommes. On avait environ 10 000 recours à nos services par année. De ces recours-là, il y en avait près de 80 %, là, un petit peu moins 78-79, qui étaient pour des hommes gays. On peut imaginer aussi que c'était des hommes blancs, probablement. Si je me fie au portrait que l'organisme avait à cette époque-là, le conseil d'administration, les bénévoles de l'organisation, c'était beaucoup des hommes gays blancs d'un certain âge. Donc, on peut croire que le portrait ressemblait à ça aussi au niveau des recours à nos services. Et dans mon bureau, j'étais juste à côté de notre ligne d'écoute. Notre principal service, c'est une ligne d'écoute. Et j'entendais souvent des femmes appeler et poser la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser vos services? Est-ce que c'est juste pour les hommes?
Rapidement aussi, dans mes premiers mois, ben, ça m'avait préoccupé. Puis j'avais rencontré mon équipe qui, à l'administration, était une équipe essentiellement composée de femmes qui m'avaient apporté beaucoup de préoccupations vis-à-vis de l'organisme puis la façon d'offrir les services et de communiquer finalement auprès des communautés LGBTQ en général. Et c'est là qu'on a entamé une démarche de transformation organisationnelle. Ça a d'abord commencé par une réflexion de se dire, parce que notre organisme avait quand même 35 ans, Gay Écoute, vous le savez, probablement, c'était quand même très connu comme organisation, surtout auprès des bailleurs de fonds publics et du grand public. Donc, ça a fait en sorte qu'on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'on veut changer le nom de l'organisation? On a fait des démarches avant d'en arriver à oui, on va changer le nom. On a essayé de changer notre slogan, on a essayé de changer la façon dont on communiquait, mais le nom était tellement fort qu'on n'arrivait pas au résultat qu'on souhaitait. Donc, on a décidé d'emboîter le pas dans une réflexion pour le changement de nom et le changement de l'image de marque, mais également une révision complète des pratiques de l'organisation. Donc, quand je parle des pratiques, je parle entre autres de la révision des règlements généraux dans le but d'avoir un conseil d'administration plus représentatif des populations qu'on voulait desservir finalement. Changer nos pratiques d'embauche, changer qui seront les porte-paroles de l'organisation également. On a développé nos services aussi pour aller répondre à des besoins des communautés qui étaient, disons, plus marginalisées au sein des communautés LGBTQ. Donc, comment faire pour venir en aide à ces personnes-là qui ont pas ou peu de services dans nos communautés. Bref, une série de services qu'on a changé, une série d'actions. On a changé notre politique de communication à l'interne pour finalement, après quelques années, arriver à des beaux résultats où aujourd'hui, Interling, en 2021, là, si je prends les statistiques de l'année dernière, parce qu'on n'a pas encore fait celle de l'année 2022, mais c'était près de 50 000 personnes qui recouraient à nos services. Puis au niveau des proportions hommes-femmes, que ce soit cis ou trans, c'était 41,7 % des hommes, 46,9 % des femmes, 11 % de personnes avec un parcours trans et à peu près toutes les réalités qu'on peut retrouver dans l'acronyme, on les a à notre ligne d'écoute aujourd'hui. Donc, on est quand même très, très fiers du changement. Et si je peux peut-être juste faire un petit peu de pouce sur ce que Candice a dit tantôt, moi non plus, je ne me considère pas nécessairement comme un expert en EDI, mais je me considère comme quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, beaucoup d'intérêt pour l'humain. C'est là, je pense, qu'on gagne. En EDI, si on devient des experts ou si on se prend pour des experts, j'ai l'impression qu'on peut perdre un peu le contact avec la base. Puis je pense que ça, c'est important de le garder en tête, là. Alors voilà. Génial, très bien dit. Puis en fait, je vais continuer avec toi, Pascal, par rapport à ce que tu viens de nous exposer. Mais tout d'abord, félicitations pour tous pour les succès jusqu'à présent, puis les changements. Je veux dire, c'est énorme. Donc, félicitations pour ça. J'aimerais t'entendre un peu plus parce qu'il y a eu un constat par rapport à où l'organisation était à un certain moment. Il y a des mesures qui ont été prises, mais on est arrivé à des résultats. Et tu parlais toujours au on, comme quoi l'équipe était, il semble du moins avoir été tout le monde d'accord là-dessus. Comment, une fois où ça a été constaté, comment tu t'y es pris ou de quoi ça a eu l'air dans ton organisation pour que tout le monde soit aligné et veuille aller dans la même direction? C'est une bonne observation parce que c'est vraiment le travail de toute une équipe. Premièrement, on a des expertises variées dans différents domaines chez Interling. Moi, j'ai beaucoup de travailleurs sociaux, de psychologues, de sexologues au sein de mon équipe. On avait des gens aussi en communication et tout ça. Fait que je pense que la richesse de l'équipe, elle n'est vraiment pas à minimiser. Je pense que l'important, c'est qu'on avait aussi tout le monde la résonance de voir qu'on avait de la difficulté à joindre les femmes. Ça a été notre premier constat. Peu importe le genre à laquelle la personne s'identifiait dans l'organisation, on le savait. Qu'on était un homme de 60 ans ou une femme de 25, on savait que c'était une difficulté. Donc, on avait déjà ce point en commun-là de dire, oh, comment ça se fait qu'on ne rejoint pas plus les femmes. Par contre, après ça, il faut voir à quel point on a envie de mettre les efforts pour y arriver. Puis je pense qu'un des efforts, une des choses qui a amené aussi le souhait de changer des choses, c'est qu'on voyait que les besoins des hommes dans la société, ce n'est pas réglé. Il y a encore des choses à faire au niveau des hommes gays ou bisexuels. Sauf que
c'est quand même, disons, les communautés peut-être les plus privilégiées au sein des communautés LGBTQ, du moins pour les hommes blancs. Donc, je pense qu'on le voyait aussi au niveau de nos appels, ça diminuait un petit peu d'année en année. Pas des grosses diminutions, mais assez qu'on voyait que depuis quelques années, ça diminuait un peu. Puis on se disait, mais là, notre organisme a encore une raison d'être. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais qui les vivent, ces difficultés-là? Bien, il a fallu avoir ces conversations-là entre nous. Donc, il a fallu faire de la place à ces conversations-là. Il a fallu les provoquer. Il a fallu avoir des échanges. Et chez Interling, une chose qui avait été mise en place juste un peu avant que j'arrive, mais à quoi j'adhérais beaucoup, c'était beaucoup la gestion participative. Donc, l'idée, c'était de mettre autour de la table des bénévoles, des membres du conseil d'administration et des employés de l'organisation. Puis quand tout le monde est autour de la table, bien, ça fait tellement une diversité de points de vue que c'est difficile. Puis je dois dire qu'il y avait aussi la bienveillance. Là, chez Interling, il y a une très grande bienveillance de par notre mission, je pense. On est en mode d'écoute active, on soutient des gens qui ont de la difficulté. Donc, il y avait déjà ce désir-là. Mais en ayant provoqué ces conversations-là, bien, ça a fait voir différents points de vue aux gens, puis on a vraiment suscité la volonté du désir de changer les choses. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on a quand même bien réussi. Après ça, l'idée, c'était aussi de susciter, je pense, la capacité de se remettre en question comme organisation, mais aussi individuellement. Tu sais, qu'est-ce que je vais avoir besoin, moi, si je veux aider plus les femmes, là, où j'ai des connaissances à aller chercher? Où comment je peux m'y prendre? Je dois aussi accepter que peut-être qu'il y a des femmes qui vont m'appeler et qui n'auront pas envie de me parler à moi parce que je ne suis pas une femme. Fait que tout ça, cette discussion-là, on l'a eu avec des femmes autour de la table, mais aussi avec l'ensemble de notre équipe. Puis le but était de voir un peu, de remettre un peu en question nos pratiques actuelles pour voir vers lesquelles on devrait aller éventuellement. Donc, c'était vraiment d'être à l'écoute, impliquer les personnes aussi. Je pense que, tu sais, veut pas, dans une volonté de changement, il y a de la résistance. Là. Il va en avoir, puis il y en a toujours. On en a eu, nous autres aussi. Par contre, c'était très peu par rapport aux gens qui avaient le désir d'améliorer les choses. Mais la résistance, des fois, elle peut choquer, elle peut prendre beaucoup de place. Bien, on s'est posé la question quand on a été confronté à cette résistance-là de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il faut les écouter aussi, ils ont des préoccupations, mais comment on les amène pour être dans une vision de construction plutôt que de démobiliser les gens vers le changement. Tu sais. Donc, on a créé des focus groups à l'interne où on a mis les gens qui avaient des préoccupations et des critiques à faire. Bon, on les a mis autour d'une table pour dire qu'est-ce qui vous dérange, puis quelles seraient les solutions que vous avez à proposer. Fait qu'on a changé un peu le mindset des gens qui étaient dans un mode de un peu détruire, ou pas détruire, mais disons, qui étaient négatifs par rapport au changement à venir, pour les mettre dans une position plus positive en prenant leurs conseils, leurs critiques. Ça, on a fait ça à quelques occasions. Avec nos gens qui parlaient fort, disons. Fait qu'on a mis leur expertise au profit du changement. Puis je dirais aussi qu'une des choses, c'est qu'on a essayé de développer la proactivité. Puis je vais peut-être terminer là-dessus pour laisser les autres s'exprimer. Mais c'est la proactivité dans le changement. Le changement n'arrive pas seul. Le changement, on doit le provoquer, on doit le rechercher, on doit aller à sa rencontre. Donc, ça, c'est parce que souvent, on va entendre, puis vous l'avez probablement déjà tout entendu ici, il n'y a pas de femmes sur les CA. Donc, on pense que c'est parce que les femmes ne sont pas intéressées, elles n'ont pas le temps. Mais il y a une culture dans notre société qui fait que les femmes ne vont pas vers les CA. Mais si on veut amener un changement, je pense qu'il ne faut pas attendre que cette culture se change d'elle-même. Il faut la provoquer. Nous, on est allé chercher des femmes. On leur a dit, on te veut sur notre CA pour tes compétences. Tu as quelque chose à amener avec nous. Le fait d'être proactif a fait en sorte qu'on a été capable d'aller chercher des personnes de qualité. Puis aujourd'hui, notre CA, là, il est paritaire. On a des réalités de femmes, d'hommes de façon égale. On a des réalités de personnes trans, des réalités de personnes racisées à Montréal et hors Montréal, puis une diversité d'expertise. Donc, ça, c'est parce qu'on a, je pense, été proactif. Puis je dis toujours on parce que ce n'est pas tout moi qui ai fait ça, évidemment. Il y a des gens qui sont allés chercher des personnes au CA. J'ai des employés qui ont proposé des gens de gens qui avaient vu passer dans différents CA. Donc, ça a été vraiment un travail d'équipe, là. Ah, mais j'aime beaucoup provoquer le changement. Puis je vois aussi, puis je salue encore tout ce que vous avez fait en tant qu'organisation, toute la démarche, prendre le temps d'avoir des conversations inconfortables, puis prendre le temps aussi d'écouter les personnes qui sont résistantes au changement, parce que veux pas, dès qu'on parle de diversité, équité et inclusion, on parle de changement, d'évolution.
Et donc, toute cette notion-là est très importante et trop souvent oubliée aussi parce que, bon, on ne veut pas, c'est une pratique qui est nouvelle, on veut aller vite, on veut avoir des changements rapidement, mais il faut prendre le temps d'avoir ces conversations-là, discuter et tout. Donc, non, très, très intéressant tous les points que tu as amenés, Pascal. Puis aussi, c'est un OBNL d'une certaine taille. J'aimerais maintenant passer à Candice. On parle de Deloitte, une énorme organisation nationale où est-ce que tu mentionnais, Candice, qu'il y avait déjà disons, des postes en diversité, équité, inclusion. Quand tu es arrivé, tu as voulu valider le sérieux de la démarche. Ça a eu l'air de quoi, peut-être, ton processus de validation personnelle, mais aussi comment est-ce que d'autres qui nous écoutent peuvent s'assurer que la démarche est bien faite et sinon, comment aider à ce que la démarche soit faite adéquatement? Beaucoup d'éléments dans ma question. Oui, effectivement, beaucoup d'éléments dans la question. En ce qui me concerne, dans mon expérience à moi, comme je l'ai dit, c'est une opportunité qui m'a été présentée. J'avais beaucoup de plaisir dans le poste que j'avais auparavant. Donc, j'aurais pu continuer ce que je faisais. Mais pour moi, il y avait plusieurs questions qui se posaient. On peut pas être indifférent au fait que cette proposition-là était arrivée pas très loin après le meurtre tragique de George Floyd. Je suis une personne noire. Il y a quand même il y avait quand même des questions à se poser. Donc, c'est clair que moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai été poser des questions. J'ai posé des questions à la personne qui quittait le poste. J'ai posé des questions à des personnes, des leaders de l'entreprise. J'ai lancé dans l'univers comme ça en me disant, j'aimerais peut-être parler, dans un monde idéal, j'aurais peut-être voulu parler au PDG. Et il y a quelqu'un qui était ma leader de l'époque qui a réussi à me trouver un rendez-vous. Puis il n'a pas hésité. C'est pas quelqu'un que je connaissais, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais une relation, mais qui a accepté de prendre un café avec moi, avoir une conversation sur les orientations, sur sa vision, etc. Puis peut-être pour l'auditoire, pour moi, je pense que ça, c'est une question numéro 1. À quel point le PDG, le directeur général, peu importe de l'organisme, le leader numéro 1 de votre organisation, à quel point cette personne-là est activement engagée dans la démarche, pour moi, c'est un indicateur du sérieux. Simplement dire qu'on est engagé, c'est pas suffisant. Il faut que la personne elle soit activement engagée. Il faut qu'elle se soit commise à faire avancer. Puis, il faut que ce soit une personne qui permet aussi d'enlever les obstacles, les barrières pour faire avancer le changement. Parce qu'elle l'a mentionné, c'est pas facile, il va y avoir de la résistance et tout, mais il faut que ce soit une personne qui aide à faciliter le changement. C'est super important. Fait que je dirais que pour moi, ça c'était l'item numéro 1, donc comprendre l'engagement de la haute direction. Le deuxième aussi, pour moi, c'était de comprendre c'est quoi le DI dans l'entreprise? Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est un impératif d'affaires? Est-ce que c'est un incontournable pour rester en affaires dans l'entreprise? Parce que ça peut être différentes choses. Hein? Est-ce que c'est une campagne de relations publiques? Qu'est-ce que c'est le DI dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle vous êtes? Ça aussi, c'était une question qui est importante. Puis pour l'auditoire, pour moi, c'est aussi une question qu'on veut aller valider. Parce que dépendamment de comment est positionné le DI, c'est là qu'on va pouvoir voir à quel point où on est dans le marathon. Moi, j'appelle ça un marathon. Donc, où on est dans le marathon, puis à quel point est-ce qu'on peut avancer dans le marathon. Fait que pour moi, je dirais que c'est la deuxième chose. Puis, la troisième et la dernière, je pense que Pascal en a parlé un petit peu, la notion d'inconfort et tout. Mais moi, il y a un terme que j'utilise énormément, c'est la présomption de neutralité. Et tant et aussi longtemps qu'on est, qu'il y a cette perception qu'on vit dans une société qui est neutre, ça va être très difficile de faire avancer des changements. Donc, je crois qu'à la base, tout le monde se lève le matin, tout le monde a des bonnes intentions, mais il y a parfois cette mauvaise présomption de neutralité où on pense que oui, mais si on fait avancer la diversité, l'équité et l'inclusion, il y a d'autres personnes qui vont être pénalisées, etc.
Mais ça, c'est assumer qu'au départ, la société, elle est égale pour tous, alors qu'on n'est pas dans un contexte où la société, elle est égale pour tous. Donc, en fait, c'est les trois choses que je dirais qui, pour moi, étaient très, très, très importantes de comprendre. Est-ce qu'il y a au moins cette prise de conscience-là? Est-ce qu'il y a aussi la légitimité de... est-ce qu'il y a aussi cette acceptation qu'il va y avoir des moments d'inconfort? Parce que si on n'est pas à l'aise avec l'inconfort, ça va être très difficile également de faire avancer l'EDI. Donc, je dirais que pour moi, c'était ces éléments-là qui étaient très importants. Merci beaucoup, Candice. Je suis certaine que les gens ont pris de très bonnes notes. Je pense que ça a été bien résumé, les trois éléments parmi plusieurs à valider là, pour voir un peu le sérieux de la démarche au sein de l'organisation. Puis, il y en a un en particulier par rapport au niveau d'implication du ou de la PDG de l'organisation. Puis je pense que c'est la clé aussi parce qu'on dit toujours que oui, on peut opérer des changements bottom-up, permettez-moi l'anglicisme, mais pour tout ce qui touche la diversité et l'inclusion, c'est d'autant plus important que ce soit top-down. Manuel, j'aimerais t'entendre. Tu mentionnes, donc, dans le fond, ton poste, c'est un nouveau poste. Et dans une organisation d'envergure comme Hydro-Québec, on sait que la PDG était très engagée et très, on va dire, active publiquement par rapport à cette notion-là. Donc, ça a été quoi pour toi de rentrer en poste et quel impact ça a eu, en fait, dans tes fonctions? Oui, on connaît tous, c'est toute Sophie Brochu pour son fort intérêt pour la présence des femmes et des diversités dans le milieu du travail. Hydro-Québec, on sait, on reçoit notre compte d'électricité à chaque mois, là, je fais toujours la blague, mais c'est aussi 22 000 employés qui sont répartis dans 150 établissements partout sur le territoire. C'est une force de travail qui est fortement syndiquée. Ce qui entraîne des restrictions au niveau des conventions collectives. Donc, la marge de manœuvre n'est pas toujours évidente. Considérant tout ça, le fait d'avoir une PDG qui est fortement impliquée, engagée, qui y croit profondément, ça donne le ton. Je suis tout à fait d'accord, il faut que la haute direction donne le ton. Mais Sophie Brochu le dit toujours, l'EDI, ce n'est pas juste son affaire à elle. C'est l'affaire du comité des ressources humaines, du CA, c'est l'affaire du comité de direction, donc de toutes les VP. Moi, je suis positionnée directement sur la VP des ressources humaines. Donc, je ne suis pas une directrice, mais je suis au niveau de décision un petit peu des directeurs et directrices au niveau des ressources humaines. J'ai un accès direct à Sophie Brochu à chaque 6-8 semaines environ. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, on s'entend que la haute direction doit donner le ton pour s'assurer que l'EDI, c'est vraiment une priorité. Puis après ça, comment est-ce que l'EDI s'articule? Effectivement, il faut se poser la question. Mais moi, j'ai la chance à Hydro-Québec avec ce nouveau poste, avec cette équipe. Puis il y avait déjà des gens qui étaient en poste avant que j'arrive, mais la création de notre unité, de notre équipe, c'était vraiment avec l'arrivée de la personne chef EDI, donc en l'occurrence moi. On a une haute autonomie, on a une haute confiance pour déterminer quelle est notre stratégie, quelle est notre vision EDI. Ce que moi, j'ai amené sur la table, qui concorde tout à fait avec la vision d'Hydro-Québec, c'est de se dire, l'EDI, ce n'est pas l'affaire juste de Sophie Brochu, ce n'est pas l'affaire juste de Manuel Alexandre, qui est chef EDI, ni l'affaire juste des ressources humaines, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde à tous les niveaux, que ce soit la haute direction, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les employés sur le terrain et même les fournisseurs. L'EDI doit être pris en responsabilité par chacun et chacune. Que ce soit les employés, les gestionnaires, que ce soit les différentes fonctions, ressources humaines, relations de travail, conditions de travail, santé, communication, technologie de l'information, tout le monde doit prendre sa part de responsabilité parce que ce marathon-là, comme dit Candice, moi aussi je dis toujours que c'est un marathon sans fin. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est un marathon de longue haleine parce qu'il y a plusieurs jalons qui sont à poser. Puis entre vous et moi, si un jour je n'ai plus de poste de chef EDI parce qu'on a atteint la parité, la diversité, la représentativité dans notre organisation, je serai la plus heureuse. Mais avant que ça arrive, on a plusieurs étapes à franchir avec des hauts et des bas et c'est important d'avoir quelqu'un qui garde le cap. Un peu comme Candice, moi, j'ai fait de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, mais je ne recherchais pas un poste nécessairement en EDI, mais quand ce poste-là a ouvert à Hydro-Québec, je me suis dit, wow, tu sais, la possibilité, les opportunités de pouvoir faire une différence dans la société, parce qu'Hydro-Québec, c'est tellement de gens qui sont employés, c'est une influence dans la société québécoise. Je trouvais ça extrêmement pertinent. Bien sûr, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais qui suis-je, moi, pour occuper ce poste? Et en même temps,
si ce n'est pas moi qui le fais, qui d'autre va le faire? Bien sûr, quelqu'un d'autre peut être aussi compétent, mais je peux aussi donner le ton, je peux aussi contribuer de cette façon-là. Et je pense que c'est important de chacune considérer qu'on a certaines compétences, certaines expertises, mais comme Pascal le disait, on ne détient pas la science infuse. Je pense que c'est un savoir et une expérience qui est en construction, puis c'est important de reconnaître l'expertise des autres aussi. Moi, je ne suis pas une experte en acquisition de talent, je ne suis pas une experte en ressources humaines, mais mes collègues le sont. Alors, comment est-ce que nos expertises peuvent être complémentaires pour s'assurer finalement que nos employés et que nos candidates et nos candidats, en fait, ils sentent qu'ils sont traités avec équité et qu'on respecte leurs différences et qu'on valorise leurs différentes expertises ou leurs compétences. Donc, moi, c'est tout ce carrefour-là d'opportunités que je voyais pour me dire on peut faire la différence, c'est important de s'attarder à l'humain. Puis on voit aussi en pleine pandémie, on est encore en pleine pandémie malheureusement, que l'humain prend toute son importance. On n'est pas des machines, on a besoin d'être considéré dans une organisation avec le changement aussi de valeurs selon les nouvelles générations, je pourrais dire. On sent qu'on doit s'attarder à cette bienveillance-là, puis ce mot-là, cette valeur-là, on doit l'incarner. Ça peut être une valeur d'organisation, mais comment est-ce que ça se traduit dans des actions? Moi, je considère, comme chef de vie, j'ai cette responsabilité-là de m'assurer que l'équité, la diversité et l'inclusion, ça se transforme en pratique. Et puis, c'est pas vrai que ça devienne une priorité pour tout le monde. C'est correct. C'est pas tout le monde qui comprend. C'est pas tout le monde qui sait comment s'y prendre. Je pars aussi de la posture que je pense que les gens se lèvent pas le matin en se disant, moi, je vais faire du mal aujourd'hui. Je pense que les gens, souvent, ils savent juste pas comment s'y prendre. Alors, comment est-ce qu'on fait, nous, pour les outiller, pour les rassurer, puis pour leur permettre l'erreur aussi dans une perspective d'essayer et de s'améliorer? Merci beaucoup, Manuel. Je pense qu'on a vraiment plusieurs éléments. Tranquillement, on dresse le portrait de ce que ça prend pour être une organisation inclusive, mais aussi de la prise de conscience que c'est un marathon sans fin, que c'est beaucoup d'éléments mis ensemble, beaucoup de discussions inconfortables. Je le dis, je le répète, vous l'avez tous dit, et que ça prend du temps. C'est des changements qui prennent du temps. Karine Mirjani, moi, j'aimerais t'entendre vraiment. Tu l'as mentionné, c'est très fort dans ton discours dès le départ, toute la notion d'intersectionnalité. Et je pense que très souvent, il y a certaines, je vais appeler ça des erreurs commises dans les démarches en lien avec le DI qui ont tendance, on met tout dans des cases, puis on oublie l'intersectionnalité. Fait que peux-tu partager un peu comment, toi, au fil de ton parcours, tu as pu pousser cette importance-là, puis un peu aussi pourquoi c'est oublié, c'est moins bien compris? Oui, bien, je pense que c'est souvent oublié ou moins bien compris parce que c'est une notion qui est complexe, parce que c'est plus facile de mettre les gens dans des silos, de dire on va parler des femmes, on va parler des personnes racisées, on va parler des immigrants, on va parler des personnes LGBTQ, on va parler des personnes handicapées. La réalité, c'est que souvent, pour plusieurs d'entre nous, en tout cas pour moi, je fais partie de plusieurs de ces groupes-là. Et donc, par conséquent, quand on parle d'intersectionnalité, en fait, c'est quelque chose qui vient vraiment des afro-féministes américaines, qui souvent étaient des femmes noires, qui étaient des femmes qui venaient des classes sociales inférieures, qui étaient souvent des femmes lesbiennes aussi, et souvent qui vivaient avec des handicaps. Et que partout où elles allaient, je pense à des personnes comme Audre Lorde, comme Anna Julie Cooper, il y a vraiment plein de noms qu'on pourrait donner, même Sojourner Truth, qu'on peut remonter les années 1800. C'est que ces femmes-là, dans les mouvements pour femmes, par exemple, pour le droit de vote des femmes, étaient-elles vraiment des femmes? Quand elles allaient dans les mouvements des personnes noires, des droits civiques, par exemple, on pense à Martin Luther King, bien, leurs expériences n'étaient pas reconnues comme étant valides en tant que racisme anti-noir. Quand ces femmes-là, je pense à Audre Lorde, allaient dans des bars pour lesbiennes ou des activités lesbiennes, bien, elle était la seule, puis on ignorait un peu le fait qu'elle était à la fois noire et lesbienne. Et donc, parce qu'elles étaient beaucoup, elles ont pu se réunir et parler de différentes façons de cette double oppression, de cette matrice de discrimination, peu importe comment on veut le nommer, puis maintenant on le nomme souvent comme l'intersectionnalité. Donc, le fait de vivre ce qu'on appelle souvent la croisée de divers thèmes d'oppression. Puis, ça semble être vraiment très théorique, là, mais dans la vie, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne, par exemple, où je travaillais dans un milieu plus avec des femmes handicapées avant, c'est qu'une femme en situation de handicap, quand elle va dans un organisme qui offre des services gratuits en tant qu'amputée, bien, elle a seulement accès à des prothèses gratuites qui sont de couleur peau pour une personne blanche.
Ça veut aussi dire que cette femme en situation de handicap qui est immigrante, quand elle va dans des ressources en immigration, ben, elles ne sont pas accessibles. Quand elle essaie de parler des besoins qu'elle a dans des organismes spécifiques pour femmes, ben là, c'est comme trop. Et que cette femme-là, en fait, elle se retrouve à cogner à 3-4 portes pour finalement ne pas être servie ou être accueillie convenablement à aucun de ces endroits-là. Puis c'est sûr qu'il y a des organismes extraordinaires, puis j'en connais qui, par exemple, travaillent avec les personnes queer et trans migrantes, sans statut ou à statut précaire. Mais souvent, c'est des organisations qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que d'autres. Puis je pense que souvent, on oublie l'intersectionnalité ou on oublie le fait qu'on peut être plus qu'une chose parce que ça nous simplifie la vie. Puis aussi parce que souvent, ben, on en connaît une personne noire. On en connaît un homme gay, puis on se dit, ben, si je connais une personne, ben, ça veut dire que ce qui est bon pour elle va être bon pour l'autre personne qui lui ressemble. Puis en fait, ce que l'intersectionnalité nous demande, c'est à la fois de voir les individus comme des individus, évidemment, mais également de concevoir le fait qu'il y a des rapports de pouvoir à travers tout ça. Et donc, par conséquent, il faut qu'on fasse plus que se réveiller en disant je ne veux pas commettre du mal, comme disait Manuel, mais qu'est-ce que je peux faire pour alléger, pallier aux discriminations, aux exclusions vécues par les personnes qui sont plus marginalisées que moi? Comment est-ce que je peux m'assurer que quand ces personnes vont venir utiliser nos services, je pense en fait à des personnes non-binaires, on ne va pas dire monsieur, madame, oh, wow, je ne sais pas trop, mais qu'on va dire bonjour, comment allez-vous? Puis parfois, ça veut dire changer nos pratiques parce qu'on est sûr que le professionnalisme, par exemple, c'est de dire bonjour, madame, comment puis-je vous aider? Mais peut-être que ce n'est pas ça pour certaines personnes. Puis je pense qu'en général, les questions d'intersectionnalité ou les questions de comprendre comment diverses oppressions, divers systèmes peuvent être croisés, c'est aussi de se rappeler où on est nous. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'amplifier les voix des personnes qui ne sont pas autour des tables, donc de nommer les noms, de nommer les choses, puis en même temps, de continuer à apprendre. Donc, c'est ça, on n'est pas dans un processus simple où, voilà, bing, bang, demain matin, on est inclusif. On fait des petits pas tous les jours, on apprend, puis j'aime beaucoup dire qu'on désapprend. On a appris des manières de penser le monde. Moi, quand j'étais petite, j'ai appris que le masculin l'emportait sur le féminin parce que l'Académie française avait décidé ça. Puis maintenant, on réalise qu'il y a des gens qui vivent entre le masculin et le féminin ou à l'extérieur de ce choix-là qu'on voit souvent de manière binaire. Et donc, quand on utilise le langage, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on désapprend ce qu'on a appris? Peut-être en utilisant un langage épicène, par exemple. Donc, ça, c'est ce genre de choses que je trouve qui est super important quand on parle d'intersectionnalité. Puis, je pense qu'on peut le faire en travaillant avec des personnes qui ont plusieurs de ces identités-là, qui ont plusieurs de ces expériences-là ou qui travaillent concrètement et en alliance réelle, solidaire, avec des groupes de personnes que sont, on va dire, doublement discriminées ou marginalisées. Super intéressant. Et puis, tu sais, je pense que là, au fur et à mesure de vos réponses, on voit la complexité, en fait, de la chose, sans dire que c'est négatif du tout que ce soit complexe, mais il faut être conscient de cette complexité-là, de tous les éléments auxquels il faut qu'on pense quand on parle d'équité, diversité et inclusion, ce qui me ramène encore au point de ça prend du temps. Est-ce qu'il faut se laisser le temps pour arriver éventuellement à une autre étape où on va faire d'autres constats, on va vouloir arriver à d'autres améliorations? Que comme vous l'avez tous si bien dit, tous et toutes si bien dit, c'est un marathon sans fin. Hein? Donc, merci beaucoup pour ces éléments-là. Ce que j'aimerais, question ouverte que je vous pose à tous, je pense que quand une organisation décide d'entreprendre ces démarches-là, il y a souvent une ou des personnes qui sont porteuses de la cause de la mission. Puis, je pense que la notion d'allié, oui, autant allié dans le jargon EDI, mais aussi tout simplement, je pense que c'est important pour exercer son pouvoir d'influence, d'identifier les bons alliés au sein d'une organisation. Et c'est pas toujours, on a parlé du ou de la PDG, on a parlé de tout ce qui se passe en haut, mais c'est pas toujours uniquement ces personnes-là. Quel conseil est-ce que vous auriez à donner? Comment est-ce qu'on peut identifier les bons alliés au sein d'une organisation pour arriver à atteindre les objectifs? Pascal.
Je m'excuse, j'avais de la difficulté avec le micro. Je pense que les alliés, ça peut prendre différentes formes, hein, un allié, mais c'est souvent pas nécessairement les gens qu'on se fait en tête. C'est-à-dire que des fois, on se fait une idée de gens qui prennent beaucoup de place. Il faut faire attention à ça. L'allié, souvent, va parler avec les communautés qui ont besoin de soutien, mais pas à la place de ces communautés-là. Par contre, des fois, il va se positionner clairement pour le soutien, pour non à la discrimination versus une réalité. Ça, il y a des positions. En fait, l'allié, je pense qu'il va utiliser beaucoup son privilège au bienfait de cette communauté-là. Puis ça, dans les organisations, effectivement, c'est pas toujours le leadership. Des fois, c'est des collègues. Des fois, c'est des employés, des subalternes. J'aime pas le terme, mais c'est des gens de différents niveaux hiérarchiques. Mais je pense que c'est la force de l'allié, c'est peut-être son influence, entre autres. Puis de voir à quel point comme je le disais, il va vraiment parler avec les communautés, mais pas, il ne va pas s'approprier ce débat-là, il ne va pas prendre toute la place, il va partager, puis il va utiliser son pouvoir pour pouvoir faire avancer les choses, son pouvoir, ses privilèges. Puis l'enjeu du pouvoir, c'est toujours ça, hein, c'est souvent là qu'on voit à quel point les gens sont alliés ou pas, parce que le partage du pouvoir, ce n'est pas quelque chose de simple dans les organisations. Le pouvoir, c'est ce qui nous donne de l'influence. Le pouvoir, c'est ce qui me permet de faire avancer des fois ma carrière. C'est rarement ça la première chose que je vais vouloir céder. Donc, quand on voit quelqu'un qui est capable de céder ça et de le partager, je pense que ça, c'est quand même un bon indicateur que cette personne-là peut être un allié. Après ça, il y a évidemment tout l'intérêt vers les autres réalités. Prendre la parole sans avoir de connaissances sur les enjeux des fois, je veux dire, les gens vont prendre la parole et vont dire un peu n'importe quoi, malheureusement. Donc, je pense que les gens doivent avoir une certaine curiosité vers les différentes réalités. Aller s'intéresser, comme moi, je veux dire, je ne suis pas une femme, je ne vis pas la réalité des femmes. Mais dans mon équipe, j'avais plusieurs femmes à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai encore beaucoup aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié comme portrait. Mais mon premier réflexe a été d'aller voir, mais pourquoi vous ne venez pas chercher de l'aide? Pourquoi Gay Écoute, c'est un frein? Pourquoi? Je veux juste bien comprendre la réalité qui fait qu'en sorte que vous n'avez pas envie d'être en contact avec un homme qui va vous soutenir, ou en tout cas, peu importe la raison, mais de juste comprendre cette réalité-là. Après ça, je pense que c'est d'essayer de créer les occasions pour que ces femmes-là ou ces personnes-là prennent la place ou de partager l'espace, parce que ça serait facile pour moi de prendre la place. Les hommes, on l'a toujours la place. Les hommes, on nous l'a fait la place. Je veux dire, moi, on va me demander mon avis beaucoup plus facilement qu'on va le demander à une de mes collègues. On va souvent me faire rayonner. Ah oui, chez Interlink, Pascal, tu as fait ça, toi. Mais tu sais, on oublie que c'est un travail d'équipe parce que naturellement, les hommes, on a une place dans la société qu'on a toujours eu plus facilement. Mais ça, je pense que c'est un des premiers trucs, c'est de le reconnaître. T'sais. Après ça, une fois que tu l'as reconnu, comment tu fais pour faire changer les choses? C'est en la partageant, cette place-là. En tout cas, moi, c'est un début de réponse. Là. Je trouve que ça va se compléter avec vous, mais c'est mon début de réponse. Est-ce que je peux rebondir? Oui, absolument. Vous me permettez. En fait, premièrement, j'aimerais reconnaître le degré de maturité de cette conversation. Moi, je suis ébahie qu'on parle d'intersectionnalité, de pouvoir, de privilèges. Je ne vous cacherai pas que ce pas des termes qu'on utilise encore à Hydro-Québec. On évalue le degré de maturité de l'organisation. Je pense qu'on n'est pas là. On est vraiment là à justement se dire qu'est-ce que c'est que la diversité, qu'est-ce que ça représente l'équité. Puis là, l'équité, c'est sûr que un lien avec le pouvoir et le privilège. On est chatouillé quand on en parle, c'est correct. Je pense qu'on aborde ces conversations inconfortables-là. Et nous, on est vraiment là à la très grande base. C'est comment ça se traduit une inclusion. Et nous, la position qu'on a décidé de prendre, c'est justement de faire cette évolution de culture-là avec les alliés. 72 de la force de travail à Hydro-Québec sont des hommes blancs, selon notre formulaire d'auto-identification. Si on fait de l'EDI juste avec les personnes qui font partie des groupes sous-représentés, on n'y arrivera pas, là, on n'est pas assez nombreux. Donc, il faut travailler avec les alliés, puis on veut travailler avec les alliés parce que les gens veulent bien faire habituellement. Puis, ce qu'on essaie aussi de faire un peu comme message, c'est de se dire on est tous et toutes l'allié de quelqu'un. Moi, je suis une femme racisée, mais je suis aussi l'allié des personnes de la diversité sexuelle. Un homme blanc peut être un allié, peu importe, parce que peut-être que son enfant a un TDAH, son cousin, peu importe. On est tous
tous concernés par une sorte de diversité, un type de diversité, peu importe, on met encore des catégories parce qu'on a besoin de les identifier pour pouvoir justement les reconnaître les inéquités. Mais on est tous l'allié de quelqu'un. Donc, nous, on mise vraiment sur la participation active des alliés dans cette évolution de culture-là, sinon on n'y arrivera pas. Comment on le fait? On identifie les personnes clés, parce qu'il y a une différence aussi, selon moi, entre les alliés et les personnes clés. Ce n'est pas toutes les personnes clés qui sont des alliés, mais on essaie de transformer les personnes clés en alliés. C'est comme pas tous les patrons qui sont des leaders. Là. Vous voyez un petit peu l'analogie. Et donc, on mise sur vraiment la capacité d'influence formelle ou informelle des alliés pour s'assurer qu'eux donnent le ton pour faire la différence dans des actions aussi, puis contaminer positivement aussi les équipes de travail. Merci beaucoup, mon Dieu, je bois vos paroles, sincèrement, le camp partage de pouvoir, les personnes clés, aussi les alliés. Non, vraiment, merci pour cet échange. Je veux tous vous entendre. Je vais passer le micro à Karine Mirgiani maintenant. Bien, définitivement, ce que Pascal a partagé. D'ailleurs, on est tous les deux coprésidents, coprésidentes d'un CA présentement. C'est très intéressant parce qu'on a des expériences qui ne sont pas nécessairement les mêmes, bien qu'on a tous les deux grandi en banlieue. Mais il y a des choses qui passent mieux quand c'est Pascal, il y a des choses qu'il dit ou qu'il écrit, ou quand c'est moi. Donc, parfois, on est au courant aussi de voir comment est-ce qu'on va être perçu par les autres, comment est-ce que ça peut nous amener ailleurs à collaborer. Je pense que l'humilité, c'est vraiment la clé. On n'est pas parfait, on y travaille. Puis de prendre le temps parfois de s'excuser aussi, puis de dire hey, « je m'excuse, je n'avais pas réfléchi, j'ai passé un commentaire X, Y, Z, je n'avais pas réfléchi. Merci de me l'avoir dit. Puis je vais aller lire là-dessus. » Sans dire « ben là, c'est pas ça que je voulais faire. » Donc, vraiment prendre en bienveillance en disant « on n'est pas des experts, personne sur tous les enjeux d'équité, diversité, inclusion. » Puis qu'on est en processus d'apprentissage. Puis je pense que c'est important aussi souvent parce qu'on est dans ce changement de paradigme, ce changement de nos pratiques, tout. C'est beaucoup, puis ça peut être lourd, c'est de prendre le temps de célébrer les petits succès, les petites victoires, de prendre le temps d'avoir du plaisir, puis aussi de se rappeler pourquoi on fait ça. De se rappeler qu'on fait ça pour que d'autres personnes se sentent mieux dans leurs espaces de travail, dans les endroits où ces personnes ont besoin d'avoir accès à des services qui sont essentiels à leur vie. Puis qu'on le fait aussi en collaboration. Donc, vraiment, cette idée pour moi d'aller voir ailleurs. C'est vraiment facile de travailler toujours avec les personnes avec qui on le fait depuis des années. Mais souvent, ces personnes-là nous confortent dans nos réalités, dans nos préjugés, dans les manières de faire les choses. Puis parfois, il faut juste aller cogner à une porte qu'on connaît un peu moins, qu'on sait qu'ils vont nous challenger, mais c'est bon. Je pense réellement que quand on est trop confortable, on n'apprend pas. Il faut trouver ce point d'équilibre. Ça va être le cas pour Manuel, de trouver entre comment est-ce qu'on rend les gens inconfortables, mais pas trop. Parce que parfois, quand on est trop inconfortable, que là, c'est ben trop, bien, tout d'un coup, on se désengage, on n'est plus intéressé. Puis en même temps, si on est trop confortable, puis c'est comme il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui ont des comportements X, mais tout d'un coup, ben, c'est pas moi. Donc, il faut trouver le point entre les deux sans dire que tout le monde est raciste ou il y a des gens que les gens sont inconfortables et qui se remettent en question. Puis ça, c'est la partie qui est très difficile que, en tant que directrice dans un organisme communautaire, j'ai tenté de faire et puis j'ai travaillé beaucoup là-dessus, de trouver ce point où les gens sont à l'aise, mais pas trop, et qui sont inconfortables, puis que c'est correct de s'asseoir dans cet inconfort-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre, puis comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. La chose que je dirais aussi, c'est de partager. Quand on fait des avancées ou quand on pense qu'il y a quelque chose de génial qu'on a fait, de le partager parce que de la même manière qu'on célèbre nos victoires, si on partage ce qu'on a fait, par exemple, qu'on a des toilettes qui sont plus genrées ou des choses comme ça, mais ça va peut-être inciter des personnes non-binaires à tout d'un coup se dire « Ah, c'est peut-être sécuritaire pour moi d'aller là-bas. » Donc, tout d'un coup, on a un peu, comme disait Pascal au début, en partageant qu'Interligne, ce n'est pas un truc pour des hommes gays comme en blanc et cis, bien, ça a permis tout d'un coup à d'autres personnes de se sentir interpellées par l'offre de service qui était importante, mais qui n'était pas nécessairement considérée comme étant un endroit accessible ou sécuritaire pour beaucoup de personnes des communautés LGBTQ. Donc,
C'est un peu ça que je dirais. Puis, je rappellerais que si on améliore nos milieux à nous individuellement, mais c'est la société au complet qu'on améliore, c'est le monde dans lequel on vit. Puis, je pense que, comme on le fait pour l'environnement, on veut laisser pour les prochaines générations, les 7 générations, comme diraient les Autochtones souvent, bien, on veut laisser une meilleure terre, un meilleur environnement, puis ça fait partie du travail qu'on peut faire au quotidien. Tu as amené des excellents points, surtout par rapport au fait que c'est normal et correct de faire des erreurs, mais il faut le reconnaître, apprendre et avancer. Puis aussi toute cette notion d'apprendre et de désapprendre qui est très, très, très importante et au cœur de toutes les pratiques en EDI. Candice, j'aimerais juste avoir rapidement, toi, ton vécu avec des alliés en cours de route. Rapidement, 2 petits trucs sans rajouter ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit est vraiment fantastique. Je reviens sur ce que Manuel a dit. Tout le monde peut devenir un allié. À la base, il y a des gens qui ne sont pas intéressés à l'EDI ou qui ne voient pas nécessairement l'intérêt, mais tout le monde peut devenir un allié. J'ai quelqu'un en entreprise actuellement où, dans ma première semaine de travail, cette personne m'avait dit ça, c'est pas une priorité là, pour nous. Je devais faire avancer un mandat, puis il m'a dit actuellement, ça, c'est pas une priorité. 2 ans plus tard, je peux vous dire que c'est probablement une des personnes qui fait, elle, avancer le plus mes dossiers. Donc, tout le monde peut devenir un allié. Il suffit de comprendre quelle est la motivation de l'autre, se rapprocher de l'autre, comprendre aussi, j'aurais pu laisser tomber puis dire, bon, clairement, cette personne, je la mets de côté puis j'avance autrement. Mais moi, j'ai décidé de me dire, il y a une raison pourquoi cette personne a dit ça. Il faut que je comprenne pourquoi cette personne a dit ça. Passer un petit peu de temps avec la personne, inconfortable, absolument, pas plaisant. C'est pas plaisant de se faire dire, toi, ton mandat, c'est pas une priorité pour moi. Mais il y avait une raison pour laquelle cette personne, elle exprimait ce qu'elle exprimait, puis éventuellement, j'ai compris. Puis de là, ça a permis justement de pouvoir voir comment nos agendas communs peuvent travailler ensemble, comment on peut avoir des objectifs communs puis travailler ensemble. Donc, c'est la première chose que je dirais. Puis la deuxième chose, je veux insister sur le fait que être un allié, ça prend du courage. Il y a un terme en anglais, je ne trouve pas le terme français pour le rendre justice, mais on parle en anglais, quand on parle de la définition d'un allié, on parle de advocacy, l'importance de prendre position, d'utiliser, je pense Pascal a parlé de ça un petit peu, utiliser son pouvoir, ses privilèges et les mettre à la disposition des groupes qui sont habituellement sous-représentés. Je pense que c'est très, très, très important. Puis je vous donne un exemple très rapide. Actuellement, à l'intérieur de la firme, on a des conversations par rapport au 30 septembre, qui est la Journée nationale de la réconciliation. Donc, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire durant cette journée-là. Est-ce que nos bureaux restent ouverts? Est-ce qu'ils ferment? Quelle est la décision et tout? Donc, on a eu de très bonnes conversations. On a eu beaucoup de consultations. Et là, on est rendu à un endroit où on doit présenter ça à la haute direction pour approbation. Puis, on m'avait demandé de présenter la recommandation. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que pour moi, je peux amplifier la voix des peuples autochtones, mais je ne peux pas me substituer à la voix des peuples autochtones. Donc, pour moi, c'était de dire non. Par contre, je peux te trouver la bonne personne. On a une personne dans l'entreprise, on a 2 personnes dans l'entreprise qui sont responsables. On a un plan de réconciliation avec les peuples autochtones avec des actions très précises. Et on a 2 personnes qui sont responsables du plan de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, moi, lorsqu'on m'a invité à la table exécutive, c'était de dire non, je ne serai pas la personne qui va présenter ça. Par contre, je pense que XY serait mieux placé pour présenter la recommandation parce qu'ils vont être capables de vous expliquer pourquoi c'est important. Ils vont être capables de vous expliquer c'est quoi les impacts. Il y a des questions très précises auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas me substituer au peuple autochtone. Donc, pour moi, c'était ma façon d'être un allié à cet agenda-là, malgré que mon mandat couvre tous les aspects de la diversité. Mais il y a des moments où il faut comprendre. Il y a quelqu'un qui a parlé, je pense que c'est Karine Mirjani qui a parlé d'humilité. Il y a des moments où il faut faire preuve d'humilité puis comprendre
je suis pas obligée d'être sur le spotlight. Je peux passer la balle à quelqu'un d'autre, puis aider à amplifier l'agenda de l'autre. Mais je suis pas obligée de toujours être d'avant-scène pour faire avancer un agenda. Donc, je voulais juste insister sur la notion de courage parce que je pense que c'est important. On a beaucoup parlé d'inconfort aujourd'hui. C'est pas toujours confortable. J'ai eu une demande à la table exécutive, puis j'ai dit non. Ça aurait pu mal fonctionner, mais j'ai voulu expliquer, puis ça a été très, très, très bien compris. Très intéressant, Candice, parce qu'il faut aussi, c'est ça, il faut savoir être un bon allié, puis il faut savoir quand c'est pas à nous de prendre la parole, puis de passer le micro, comme on dit, aux bonnes personnes à qui ça revient. Manuel, tu as dit quelque chose de très intéressant. Vous avez tous dit des choses très intéressantes, c'est toujours très intéressant. Là, je me répète, mais en fait, tu mentionnais un certain niveau de maturité de la conversation qu'on a en ce moment et comment tu reconnaissais que dans ton organisation en ce moment, vous n'étiez pas là encore, ça va venir. Puis je pense que c'est important, là, on parle aujourd'hui, OK, qu'est-ce que ça prend pour qu'une organisation soit inclusive? Ben de un, j'ai beaucoup aimé, c'est un marathon sans fin, je me répète encore là-dessus, mais il faut aussi savoir reconnaître à quel niveau on en est, ce qui vient à la notion de faire un constat, une espèce d'audit initial pour voir où on en est, pour pouvoir mettre les bonnes mesures en place. Fait que la question que j'aurais pour la personne qui a envie de répondre, et j'aimerais bien vous entendre tous, c'est est-ce que vous diriez qu'il y a un bon moment pour qu'une organisation mette en place une pratique en EDI? Est-ce qu'il y a des cues, pardonnez-moi l'anglicisme, là, qu'on peut prendre si on est au sein? Si on est en train de réfléchir, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? La première personne qui a envie de se prononcer. Oh, Candice, vas-y. J'ai envie de me lancer. Peut-être que ça va être un peu controversé, mais moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je pourrais prendre l'exemple, il y a beaucoup d'organisations dans les 2 dernières années, il semble y avoir une accélération des agendas EDI. Triste, est-ce qu'il a fallu certains drames de justice sociale pour que ça arrive, pour que les gens puissent avoir cette prise de conscience? C'est super dommage, mais j'ai envie de dire que je vais le prendre, on va le prendre. Ça a permis que certaines entreprises démarrent, mais il n'est jamais trop tard pour démarrer une démarche d'EDI. Puis en fait, je pourrais inverser la réponse et dire, il y aura toujours des excuses pour ne pas commencer. Il y aura toujours des raisons pour ne pas commencer. On n'a pas les ressources, on n'a pas le budget, on part de trop loin. Il y aura toujours des raisons et il y aura toujours des barrières. C'est quand on fait des changements, quand on parle j'ai juste le terme anglais, mais quand on parle des barrières systémiques à enlever, ça, c'est du travail de longue haleine. Donc, le plus longtemps on prend pour commencer le travail, le plus longtemps ça va prendre pour qu'on arrive où on veut arriver. Fait que c'est ce que j'ai envie de répondre. Je ne sais pas si je peux peut-être juste continuer. Moi, je suis à 150% d'accord avec toi, Candice. Je pense qu'il n'y aura jamais de bon moment, puis je dirais même qu'on est quand même assez en retard dans ces démarches-là, dans le sens où ça fait longtemps que notre société elle est diversifiée en termes de personnes racisées, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. C'est pas parce qu'on en parle depuis quelques années un peu plus que ça vient d'arriver. Ça fait des lunes et des lunes qu'on aurait dû emboîter le pas dans nos organisations. Puis je pense qu'on a été passifs pendant beaucoup trop longtemps. En fait, il y avait comme des personnes qui dominaient un peu certains milieux. Puis là, on est rendu à l'étape où on a amorcé des réflexions, puis on commence à emboîter le pas. Fait que je pense qu'il n'y a jamais effectivement de bon moment. Puis je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut garder. On parle beaucoup d'inconfort depuis le début de tout ça, mais il y a une richesse dans cet inconfort-là. Il y a quelque chose à faire ressortir pour toutes les organisations. Moi, je suis un organisme communautaire, là. Puis à partir du moment où on est devenu, je dis moi, là, mais notre organisation, c'est une organisation communautaire. Puis effectivement, à partir du moment où on a changé les choses, c'est des nouveaux talents
que j'ai attirés. C'est des nouveaux points de vue. C'est des gens qui m'ont fait grandir, qui sont arrivés avec des... Je veux dire, il y a une richesse juste pour mon organisation. Il y en a clairement une pour les entreprises, pour les organisations publiques. Puis je pense qu'il faut... Tu sais, on a souvent... Moi, un des conseils que je donne souvent quand on veut amorcer une démarche EDI, c'est on y va avec la mesure qu'on peut y aller. Si on n'a pas toutes les ressources pour la changer, faisons un changement à la fois, mais faisons-le bien. Changer, exemple, je donne un exemple, je connais une organisation qui, une journée, a dit à ses employés, à partir de maintenant, on va intégrer nos pronoms dans nos blocs signatures, sans trop expliquer pourquoi. Ce qui fait que là, les gens ont comme... Il y en a qui ont commencé à le mettre, il y en a qui ont fait comme, ben là, je ne ferai pas ça, moi, ça ne me rejoint pas là, de mettre le pronom « il ». Il me semble que c'est clair que je suis un gars, tu sais. Et il y avait un peu de résistance parce que les gens n'ont pas compris là, pourquoi il fallait changer. Faites un changement, faites-le comme il faut. Pourquoi on change les pronoms? C'est pour que chaque personne lance le message qu'elle est ouverte à la diversité, la pluralité des genres. C'est pour lancer le symbole que c'est un environnement sécuritaire pour ces gens-là qui pourraient venir chercher du soutien. Bref, il y a plusieurs explications derrière ça, mais il faut bien faire les choses. Il faut prendre le temps. Maintenant, quand on a des ressources, il y a des changements qui vont aller plus vite, il y a des changements qui vont aller moins vite, mais je pense que l'idée, c'est ne pas tarder, puis bien faire les changements, puis au pire, y aller une bouchée à la fois, mais une bonne bouchée, bien la digérer, bien l'intégrer finalement. Fait que je pense que c'est un peu là la clé du succès. Nous, on a fait des changements au début, des petits changements, des moins gros changements, puis à un moment donné, on est allé avec des bouchées plus grosses parce qu'on avait développé une certaine aisance. Mais encore aujourd'hui, on a encore nos zones d'inconfort aussi, mais si au début, ça peut être un frein au changement. L'inconfort, là, il n'y a personne qui aime être dans la zone d'inconfort. Pour ça que je dis, il faut aller chercher la richesse dans l'inconfort, parce que si on reste juste dans l'inconfort, ben l'inconfort, c'est éreintant. L'inconfort, ça passe par des remises en question constantes. C'est fatigant quand tu as une compétence, que tu as un certain pouvoir, que tu as une place dans l'organisation, de toujours être en train de te remettre en question. Ça devient un peu épuisant à la longue. Mais ça se place à un moment donné. Puis ça, je pense que les gens doivent le garder en tête. C'est sûr que de toujours être dans l'inconfort, c'est un peu difficile, mais à un moment donné, tu développes des nouveaux réflexes qui te donnent une nouvelle forme de confort. Puis c'est plus dans ton habileté à questionner, dans ton habileté à faire sortir des points de vue que tu n'aurais pas eu, comme dans le passé, cette habileté-là, mais là, tu l'as développé. Puis moi, honnêtement, les projets chez Interlink sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 7 ans. C'est complètement un autre organisme, c'est une autre façon de réfléchir, c'est des projets complètement différents, c'est des conversations tellement riches, mais ça, il faut y aller. Puis l'humilité, tantôt, on l'a dit, là, je ne veux pas répéter, l'humilité est super importante. Savoir s'excuser quand on fait des faux pas, il faut le faire. Il faut être reconnaissant, puis il faut le faire de façon sincère pour que ça ait une valeur. Mais il faut aussi avoir le courage d'aller au-delà de tu sais, quand tu sais que quelqu'un n'apprécie pas ce que tu fais, ben, ou d'aller voir cette personne-là. Moi, je me souviens que la première chose que j'ai fait quand on a, ben, une des premières choses que j'ai fait quand on a, avec l'équipe, là, je suis parti avec une de mes employées, là, puis on est allé faire le tour d'organismes qui n'appréciaient pas Gay Écoute parce qu'on disait qu'on n'était pas inclusif. Puis on est allé les voir, puis on leur a dit, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on n'est pas inclusif? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez Gay Écoute? Puis les gens étaient francs, c'était dur à recevoir. Là. C'était pas toujours le fun. Là. Puis moi, j'étais même pas là dans le passé. Puis j'étais comme, mon Dieu, les gens sont fâchés après moi, mais je n'étais même pas là avant. Tu sais. Mais c'est pas grave, j'ai tout accueilli. J'ai pas fait semblant que j'étais pas là. J'ai dit, OK, parfait, vous avez raison. Je prenais des notes. Puis toutes ces conversations-là m'ont amené à faire des changements beaucoup plus structurés, beaucoup plus résistants, beaucoup plus organisés. Donc, je pense que c'est vraiment un truc important. Je m'excuse, je me suis un peu emballé. Là. Ah non, non, c'était très... non, ça a bien complété la réponse. Je vais préciser parce que là, j'aime bien, je pense que tout le monde s'entend quand dit, Pascal, vous dites il n'y a pas de bon moment. Manuel et Karine Mirgiani, est-ce que vous diriez, oui, je veux aussi évidemment vous entendre si vous pensez qu'il y a un bon moment, mais je rajouterais aussi à ma question à savoir, est-ce que c'est bon pour seulement certaines tailles d'organisation ou d'entreprise? Est-ce qu'il y a aussi un bon moment à ce niveau-là dans la vie d'une organisation pour entamer des démarches? Ben moi, je renchéris, là, je monte le bid. Là, je dis que je ne suis pas d'accord à 150, mais à 175% avec ce qui a été dit. Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Puis on pourrait toujours avoir des
excuses, comme on a déjà dit. On peut justement dire, c'est ce que je pensais, je suis trop une petite organisation, j'ai pas les moyens. Mais inversement, on pourrait dire, je suis trop une grande organisation, c'est trop complexe. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on n'est pas en mouvement. Je pense que c'est important de se doter d'un plan d'action. Il peut être minime, le plan d'action, mais au moins avoir une orientation pour ne pas se décourager. Pour garder une étoile polaire d'intention. Donc, y aller avec des petits gains, des petits succès, mais aussi se permettre d'avoir des actions qui sont peut-être à plus long terme, qui sont peut-être plus inconfortables, mais qui vont pouvoir permettre des changements de fond. C'est bien de pouvoir mettre des photos de gens qui représentent plus la diversité de notre organisation. C'est bien de pouvoir mettre, peu importe c'est quoi les petites actions qu'on fait, mais il faut aussi être capable de regarder nos pratiques qui vont nous demander de nous remettre en question, que ce soit pour un comité de direction qui est plus paritaire, que ce soit pour l'évaluation des salaires, pour s'assurer qu'on a une parité dans l'augmentation salariale. Bref, il y a plein d'occasions. On peut avoir une liste d'épiceries, d'actions qu'on peut entreprendre pour s'assurer qu'on a des pratiques qui sont équitables et qu'on assure qu'on a une organisation qui est inclusive et diversifiée. Puis pour moi, là, souvent on parle de diversité, ça veut dire d'accroître le nombre de personnes issues de la diversité, mais ça ne peut pas se faire sans un climat de travail qui est inclusif. Parce que sinon, on va embaucher des gens, mais ils vont partir parce que les gens ne seront pas confortables. Donc, c'est important de le garder des deux côtés. Et donc, on aurait toujours des raisons pour se dire, je suis trop petit, je suis trop grand, alors je ne peux pas le faire. Je pense que ce qui est important, moi je suis une fille de processus, c'est de ne pas se fier seulement sur la bonne volonté d'une personne. C'est-à-dire, on peut avoir une PDG qui croit à l'EDI, on peut avoir un comité de direction qui croit à l'EDI, mais quand ces personnes-là vont partir, qui va supporter l'EDI? Il faut que ça soit inscrit dans l'organisation pour pas que l'EDI repose sur la simple, je veux dire simple, mais sur la volonté et l'engagement des individus. Ça doit être institutionnalisé pour que ça fasse partie d'un processus de pratique d'affaires, pour pas que ça relève d'une interprétation de bonnes actions, mais que ça fasse partie, on y pense même plus quand on arrive dans notre emploi, oui, ça fait partie des processus comme le recyclage, comme le développement durable, mais l'EDI fait maintenant partie d'un processus. Et je pense aussi dans les conditions de succès, pour assurer que notre organisation devient inclusive, c'est de se donner les moyens. Si on met une personne racisée avec le titre d'EDI et on se dit, cette personne va nous faire des miracles, je pense que c'est pas super le fun pour la personne qui a le poste, ni pour personne, parce qu'on lui met tellement de poids sur les épaules. Il faut donner les moyens, les ressources à cette personne-là. Puis on n'a pas besoin de, donner toutes les ressources financières ou quoi, mais il faut lui donner cette crédibilité, il faut lui donner ses occasions, il faut lui donner du rayonnement, il faut lui donner des ressources humaines, financières, peu importe, matérielles, pour que cette personne puisse accomplir ce mandat avec une équipe ou avec d'autres parties prenantes dans l'organisation. Il ne faut pas penser que c'est miraculeux de nommer une personne à la tête de l'EDI. Il faut que ce soit quelque chose de plus organisé, organisationnel, et ça ne relève pas simplement de l'individu. C'est tellement bien dit de donner les moyens parce qu'on a vu trop souvent partout dans le monde avec la foulée de tous l'espèce d'éveil sociétal qu'on a eu qui vont mettre une personne chef de DI et malheureusement, cette personne était vouée à l'échec. Donc, merci pour ça. Karine Mirjani? Je pense qu'on va aller pour 200% aujourd'hui. C'est toujours le bon moment. Avant-hier aurait été mieux, mais aujourd'hui, c'est mieux que demain. Donc, oui. Puis je pense que pour les organisations, l'idée, on a besoin de ressources, donc de temps, oui, d'argent, de personnes humaines à l'interne et à l'externe aussi pour les choses qu'on connaît moins ou les choses que, d'avoir une idée de diagnostic, puis après des actions concrètes. Souvent, c'est facile en EDI de réfléchir, de penser, de se dire que peut-être, de former des gens, mais après, il faut que les gens passent à l'action. Et c'est souvent là, je pense qu'il y a un peu de difficulté parce qu'on n'est pas trop sûr comment, ou on essaie de voir ce que les autres ont fait. Donc, vraiment d'institutionnaliser un peu ces enjeux d'équité, ces enjeux de justice entre les employés dans toutes les genres de structures. Je pense que c'était plus difficile qu'on ait une petite structure. Là. Je sais que beaucoup, par exemple, d'organismes, il y a une à 3 employés. Je dis 1 à 3 parce que c'est souvent des femmes. Mais c'est cette idée de comment est-ce qu'on peut le faire même dans une petite structure comme on peut le faire à 20 quelque chose 1000 à Hydro-Québec. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas les mêmes moyens, mais en même temps, parfois, c'est plus facile de changer des processus à l'interne d'un plus petit organisme que de changer des processus au sein d'une organisation aussi grande qui a des milliers d'employés, mais on peut tous le faire.
Puis, tu sais, la chose que je pense que souvent on oublie, c'est qu'il faut se rappeler aussi, comme Pascal disait, d'aller voir la tournée des organismes, c'est quoi nos enjeux à nous? Parce que parfois, il y a des enjeux qui sont un peu à la mode. Donc, tu sais, les questions de racisme anti-noir en 2020, que pour beaucoup de gens étaient nouveaux. Ça faisait des années que les collectifs antiracistes en parlaient, par exemple. Et puis, des fois, on fait des choses parce que c'est à la mode. Puis ça, c'est la seule chose que je dirais que ce n'est pas le moment de le faire parce qu'on pense qu'il faut, parce que ce serait bien, mais on le fait parce qu'on y croit. Tu sais, ce serait le seul bémol que je mettrais. Si on fait quelque chose parce que c'est à la mode, puis qu'on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, par exemple, pour le 21 juin, parce que c'est la Journée nationale des Autochtones, mais qu'on a 0 Autochtone dans notre équipe, sur le CA, dans les bénévoles, dans les participants, c'est peut-être plus pour montrer qu'on fait quelque chose. Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de plus petit, de faire pourquoi on n'a pas de personnes autochtones autour de nos tables respectives, que de faire un méga événement, d'inviter plein de gens, de mobiliser des gens et penser qu'on sait ce qu'on fait pour ces gens-là. Donc, c'est toujours cette question-là de trouver cet équilibre, en fait, entre c'est quoi nos réalités versus c'est quoi qui est à la mode un peu. Puis souvent, les choses qui sont importantes, donc oui, des petits pas, mais des petits pas qu'on évalue, qu'on mesure, mais surtout qu'il y a des personnes qui sont redevables. Et que ça, c'est pas exactement comme disait Manuel tantôt, c'est pas une question de bonne volonté ou de pas bonne volonté. C'est une question que si tu as fait une embauche ou tu as fait 10 embauches et que tu as été seulement capable d'embaucher 10 personnes exactement pareilles, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est ton offre d'emploi? Est-ce que c'est ton processus d'entrevue? Est-ce que, tu sais, toutes sortes de choses. Et puis, c'est donc de quantifier, de valider, d'évaluer et de refaire les choses qu'on pense savoir faire et de changer les manières dont on les fait pour vraiment être dans ces questions d'équité et de justice-là. Merci beaucoup. Merci pour votre ouverture. Merci pour vos conseils, pour vos bons mots. En tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré cette discussion. Je vais maintenant passer à la période de questions pour qu'on ait le temps. Il y a eu certaines questions qui sont arrivées en cours de route. Je vais commencer avec la première. Donc, pour faire suite à l'intervention de Pascal, comment faites-vous pour conserver cette diversité dans votre CA à travers les années? Quel mécanisme avez-vous mis en place pour s'assurer que ce ne soit pas uniquement le fait d'une année, mais que successivement, cette parité atteinte maintenant soit conservée à l'avenir? C'était pour moi la question, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. En fait, ce que je dirais, c'est que, encore une fois, je reviens avec le terme de proactivité. Si on reste passif puis qu'on laisse aller les choses, effectivement, il y a de grandes chances que, oups, un petit jeu de chaise puis on a perdu on a perdu nos acquis. Nous, ce qu'on a fait, entre autres, premièrement, l'inclusion, on en a parlé tantôt, ça doit être institutionnel. Bien, nous, on l'a intégré dans nos valeurs d'organisation. C'est donc maintenant une valeur chez Interling, une des 4 valeurs. Donc, c'est difficile comme CA de se substituer aux valeurs de l'organisation. Notre planification stratégique se base sur les valeurs. Donc, ça fait vraiment partie maintenant de notre ADN. Mais plus concrètement, on a développé chez Interling une matrice des compétences pour quand on veut aller chercher nos CA, les gens sur notre CA. Donc, on s'assure à chaque année que tous les membres du CA remplissent cette matrice-là. Puis ensuite, grâce à cette matrice-là, nous, on s'est donné des critères de réalité qu'on veut sur notre CA, de gens qu'on veut sur notre CA. Puis quand on voit la matrice remplie par les membres, on voit il est où le gap entre nos critères et la matrice remplie par les membres du CA. Puis, encore une fois, un petit peu plus loin, quand on va à l'AGA même, c'est-à-dire le moment où on va voter les membres pour le CA, bien, il y a quelqu'un qui prend en charge l'animation de cette partie-là et qui va dire aux membres qui vont voter avant, c'est important pour nous qu'on ait de la diversité. Nous sommes à la recherche de différentes réalités. Voici ce qu'on a de besoin, oui, en termes d'expertise et oui, en termes de réalité pour avoir une bonne représentation de la population. Et nous vous invitons à faire vos votes en gardant ça en tête. Et honnêtement, depuis qu'on fait ça, moi, je ne vois que des belles choses se produire. Des fois, on penserait que les gens qui votent vont voter pour ceux qui connaissent. Non. Chez nous, en fait, on a élu notre première femme présidente il y a quelques années, là, maintenant, là, 4 ans, je pense. Puis ça a été la première élue
parce qu'on l'a présenté au CA, on avait 2 candidatures, on avait des hommes, on avait une femme, puis on l'a mentionné aux gens on voulait diversifier notre CA, qu'on voulait plus de femmes, et quand on a fait le vote de la présidence, la première personne à être élue, c'est une femme, parce que les gens dans la salle étaient sensibles, puis on les avait sensibilisés au fait que ben, c'est bien beau d'avoir changé d'image, là, mais maintenant, il faut incarner l'image qu'on a voulu changer. Puis comment on fait ça? Ben, ça passe par la gouvernance, qui est quand même le pouvoir dans l'organisme, puis après ça, les différentes étapes. Fait que je pense que c'est encore une fois de ne pas être passif, être dans la proactivité, puis de se donner des outils. C'est un outil de critères de ce qu'on recherche, la matrice des compétences, et de ne pas aller laisser les choses au moment du vote en disant j'espère qu'ils vont voter pour les bonnes personnes. C'est correct, on ne leur dira pas pour qui voter précisément, mais on va leur dire quels sont nos besoins pour le CA, quels sont les éléments dont on a besoin pour continuer d'incarner notre mission. C'est un petit peu ça, globalement, que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Dans le fond, cette notion de processus, d'outils, de constamment marteler, là, c'est bien de le faire une fois, mais pour que ce soit durable, il faut continuer à le pousser et à mettre les éléments qu'on a mis sur pied de l'avant. On avait aussi une autre question. Oh, oui, j'allais juste rajouter, dans mon ancien emploi, on avait des sièges réservés, en fait. Des sièges de l'organisme pour personnes du genre et handicap au niveau pan-canadien. Et donc, pour assurer une représentativité régionale, territoriale. Donc, il y avait des sièges pour l'Atlantique, pour les prairies, pour le Nord, pour le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, mais également des sièges réservés pour les personnes autochtones, les personnes qui s'identifiaient comme des femmes, pour les femmes trans, pour les personnes racisées et pour les jeunes personnes aussi. Parce qu'on trouvait que si on n'avait pas ça, et puis en même temps, aussi quand on fait le recrutement, puis je pense que Pascal l'a peut-être un peu moins mentionné, mais je pense qu'il le fait aussi, c'est de voir, OK, quand on regarde c'est les compétences qu'on recherche et tout, qui sont les personnes qui reviennent, qui sont les personnes qui ne reviennent pas, mais aussi de contacter des gens qui vont peut-être nous dire non, je n'ai pas le temps, je ne suis pas intéressée, mais de contacter des personnes qui ne ressemblent pas aux autres membres du CA, par exemple, puis de s'assurer qu'il y a aussi une manière aussi pour ces personnes-là de pouvoir être soutenues dans l'intégration du CA. J'ai été pendant 7 ans sur un CA d'un organisme jeunesse LGBTQ qui s'appelle Projet 10, qui a toujours eu, qui avait des sièges réservés pour les personnes qui utilisaient les services ou qui étaient en âge de l'utiliser. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des jeunes de 18 ans que c'est leur premier CA, puis qu'eux autres, ils voulaient juste choisir les collations, là, ou comme quelles activités à être faites aux différentes soirées. Mais ça veut dire que leur voix est super importante, puis c'est un processus apprenant pour eux. Pour les autres membres du CA, qui sont les adultes, puis en même temps, de s'assurer de leur participation parce que c'est de leur organisation vraiment. Donc, de s'assurer quand on faisait nos appels, de dire, OK, on a peut-être un peu trop d'anglophones, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les exercices qu'on va aller chercher dans le milieu de la santé, de l'éducation, etc. Et donc, ça nous permettait, quand on faisait notre outreach, la mobilisation de nouvelles personnes pour le CA, on allait chercher les personnes qui correspondaient à ce qu'on avait nommé également, tout en soutenant les jeunes qui étaient sur le CA et que souvent, on n'était pas nécessairement au courant qu'ils allaient l'être. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, la notion de siège réservé, je pense que c'est un moyen qui fonctionne très bien. On sait qu'il y a plein d'opinions différentes par rapport à ça, mais je pense que ça fonctionne très bien. Merci beaucoup pour cet ajout, Karine Mirgiani. On avait une autre question aussi pour Candice. Donc, Candice a parlé de la présomption de neutralité. Donc, la personne dit « Je crois que ceci est un point très important, considérant qu'on ne peut pas parler de relations de pouvoir sans déconstruire cette présomption de neutralité. » Comment faire pour la déconstruire, cette présomption de neutralité? Comment répondre à cette question en moins de 8 minutes? Quel challenge! Je fais des blagues, mais c'est quand même assez complexe comme réponse à la question, mais ça va passer par beaucoup de dialogue, de formation, de prise de conscience pour déconstruire. Tu sais, quand on y pense, l'EDI, quand on pense à l'EDI, on parle beaucoup de changer des comportements et des cultures et des modèles mentaux qui existent depuis des décennies. Donc, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui va se faire
du jour au lendemain. Ça nécessite, on a parlé d'un marathon tout le long de la conversation. Donc, c'est vraiment ça. Donc, petite exemple rapide parce que je sais que le temps file. Chez Deloitte, on a commencé à avoir des sessions de travail avec nos gestionnaires sur les biens conscients juste avant notre processus de fin d'année où il y a les évaluations de performance, les promotions et tout ça. Et l'objectif de le coller à cette période-là, c'est d'aider à défaire certains modèles mentaux ou certaines habitudes qu'on fait durant notre processus de fin d'année qui a accès à des promotions et pourquoi. Et durant cette session de travail-là, on parle de plein de concepts dont on a parlé aujourd'hui. Privilèges, le pouvoir, comment ça influence les évaluations de performance, comment ça influence les augmentations de salaire, à qui on donne des augmentations de salaire et pourquoi. Donc, et toutes les notions de privilèges, parce que les privilèges, il y a plusieurs niveaux de privilèges, il y a plusieurs types de privilèges. Donc, on a commencé à avoir ces conversations-là avec notre équipe de gestion. Absolument inconfortable. La première fois qu'on l'a donné, j'ai eu toutes sortes de réactions. C'est très polarisant, en fait. Mais c'est correct parce qu'on n'avance pas dans le confort. Il faut qu'il y ait de l'inconfort. Karine Mirgiani a parlé de juste assez. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'il y ait de l'inconfort, mais que ce soit juste assez? Mais c'est une longue réponse pour dire que c'est une démarche qui doit être structurée, dans laquelle il y a beaucoup de dialogue, de prise de conscience, de formation et aussi, puis on revient toujours au même dénominateur commun, toujours avec de l'engagement de la haute direction pour soutenir toute l'initiative ou toute la stratégie, parce qu'effectivement, quand ça va devenir inconfortable, il va y avoir des réactions et tout, mais si nos dirigeants sont engagés, sont commis, ils vont continuer à aider, à ramer dans le même sens. Donc, je pense que en cours, ça serait ça la réponse que je donnerais. Mais c'est toute une démarche. Merci beaucoup, Candice. Alors, effectivement, le temps file. On va malheureusement devoir s'arrêter parce que, bon, je sais qu'il y aurait eu plusieurs autres questions et même moi, j'aurais aimé en discuter encore plus longuement avec vous. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je remercie l'auditoire pour sa présence également. J'espère que vous avez été inspirés, que vous avez pu avoir réponse à vos questions. Je pense qu'en bout de ligne, on retient que c'est un marathon sans fin. Ce sera inconfortable. Il n'y a jamais de bon moment pour entreprendre des démarches en EDI. Il faut savoir reconnaître où on est, entreprendre les bonnes démarches, savoir qu'on va commettre des erreurs, être assez humble pour reconnaître ces erreurs-là et ajuster le tir en cours de route. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. J'aimerais juste annoncer, en fait, le prochain panel dans le cadre de cette semaine. Donc, ce sera une discussion autour des prérequis pour une gouvernance inclusive animée par Nabila Gernati, responsable du programme du groupe des 20 à Concertation Montréal, avec plusieurs représentants et représentantes d'organisations qui ont partagé leur apprentissage et actions mises en place. Donc, une très belle suite à la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous inviter, le public, à profiter pleinement des fonctionnalités de la plateforme durant toute la semaine. Comme je vous le disais ce matin à la cérémonie d'ouverture, soyez ouverts, saisissez cette opportunité-là pour réseauter, pour vous faire connaître, pour connaître d'autres et enrichir votre parcours et celui des organismes que vous aurez le plaisir de rencontrer. Et aussi les séances de réseautage express avec les membres du groupe de mentorat express, avec les membres du groupe des 30. Alors voilà, merci beaucoup et je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Merci.